Vous êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing. Bienvenue dans l'essentiel, émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. La situation en Ukraine a brusquement changé du jour au lendemain. La guerre est officiellement déclenchée. Une opération militaire spéciale a été lancée par la Russie en Ukraine. À l'heure actuelle, Kiev est gravement frappé. Son aéroport est bombardé. L'infrastructure militaire de l'armée de l'Air Force ukrainienne a été paralysée et les forces de défense aérienne de l'Ukraine ont été complètement détruites. Et jusqu'où cette guerre mènera l'Ukraine? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hérouzin, commentateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Sutier-Bing, spécialiste en relations internationales, également Elsa Sureux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour. Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il visait l'infrastructure militaire ukrainienne avec des armes de précision et non les civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la loi martiale. La déclaration intervient après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce qu'il appelle une opération spéciale dans l'est de l'Ukraine. Poutine a déclaré qu'il visait à protéger les civils dans la région agitée du Donbass et a souligné que la Russie n'avait pas l'intention d'effectuer une invasion générale. L'agence de presse Interfax rapporte que des parachutistes russes ont atterri dans les villes d'Odessa et de Mariupol. Les journalistes de CGT1 disent avoir entendu des explosions dans la capitale ukrainienne Kiev. L'AFP fait également état d'explosions dans les villes de l'est de l'Ukraine, Kharkiv et Kramatorsk. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a qualifié l'opération militaire russe d'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a réagi à l'attaque, affirmant que le monde tiendrait la Russie responsable. Et donc la situation en Ukraine est différente de ce à quoi nous attendions, parce que nous pensions que la guerre ne viendra pas. Nous avons analysé dans les émissions précédentes que les intérêts de toutes les parties, aucune partie ne voulait voir la guerre. Mais aujourd'hui, l'armée russe a officiellement lancé la guerre. Ça vous a surpris, Nicolas ? Oui, ça m'a très surpris, hein. On a, sur le plateau, on pensait effectivement que ça allait se résoudre. On allait vers une désescalade. On a eu tort. Le président Poutine a décidé donc de reconnaître, hein, les deux régions de Donetsk et de Lugansk en tant que régions séparatistes. Et donc il a décidé d'intervenir. Maintenant, il va au bout de sa logique. Il a dit qu'il voulait protéger les intérêts des russophones dans ces régions et que pour cela, il allait utiliser l'armée. Malheureusement, les négociations ne sont pas arrivées au bout. Ils n'ont pas réussi à faire que la désescalade arrive. Alors, on va analyser ça, pourquoi, comment ça se fait. Oui, mais effectivement, on est tous malheureusement surpris dans le mauvais sens du terme, puisque c'est jamais bon de voir un conflit armé en Europe. Et Monsieur Su, comment est-ce que vous réagissez à ce déclenchement de guerre par la Russie? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Oui, sur ce point, je dirais oui et non. Oui, dans le sens que si on voit la rapidité de l'ampleur du conflit, et non, c'est que finalement, ça ne peut pas encore dire vraiment une guerre au sens classique. C'est-à-dire que si on voit par exemple depuis ce siècle, les conflits, c'est là, notamment en Proche-Orient. C'est-à-dire cette attaque, cette frappe ciblée constitue une nouvelle recette. Devient déjà classique et que sans hésitation, la Russie cette fois-ci utilise ce moyen. Est-ce qu'il faut dire vraiment comme une guerre? Pas encore à ce niveau-là, mais tout de même l'ampleur nous montre, disons, la gravité de la crise ou en escalade continuelle. Et Elsa, vous êtes basée à Paris, est-ce que c'est une grande surprise à votre réveil du matin? Oui, et une très mauvaise surprise, et je voudrais commencer l'émission en ayant une pensée en fait pour le petit millier d'expatriés français qui habitent en Ukraine, un petit peu répartis partout sur le territoire ukrainien, qui ont eu une nuit bouleversée avec des bombardements, enfin qui doivent avoir peur. Et j'ai une pensée pour eux parce que les liaisons aériennes ont été coupées, donc ils ne peuvent pas prendre l'avion pour revenir en France éventuellement
pour fuir hein, un pays qui risque de basculer dans la guerre. Donc j'ai une pensée pour ces gens-là qui vivent un petit peu dans la peur. J'espère qu'ils pourront se protéger et qu'ils pourront faire attention à eux. Et évidemment aussi pour les civils ukrainiens qui doivent évidemment craindre pour leur vie, même si Nicolas et Monsieur Fieu l'ont bien dit, ce ne sont pas les civils qui sont visés, mais bien les installations militaires. Donc j'ai quand même une pensée pour les civils parce qu'en général, c'est toujours eux qui sont en première ligne, malheureusement. Ceci étant dit, oui, la surprise est très mauvaise. Hein. D'ailleurs, je vous envoyais hier soir un petit mot sur le ton de la blague. Je disais oh, j'espère que Vladimir Poutine ne va pas envahir l'Ukraine cette nuit, sinon il va falloir que je revoie tout mon argumentaire pour l'émission. Ouais. C'est ce que nous pensions depuis longtemps. On ne pensait pas qu'il y aura la guerre qui arrive. Et j'ai pris Et j'ai pris la décision d'une opération... On est toujours en faveur de la paix, c'est normal. Oui, exactement. Et j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. C'est ce que le président russe Vladimir Poutine a déclaré pendant une allocution diffusée à la télévision. Il a ajouté que, je cite, « Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine. » Selon l'agence de presse russe, Poutine a déclaré que depuis 30 ans, la Russie essayait de parvenir à un accord sur l'expansion de l'OTAN vers l'Est, mais elle a été trompée, soumise à des pressions et à un chantage. Donc la Russie a été patiente pendant longtemps, pendant des années. Et pourquoi elle décide de mener l'attaque maintenant, Monsieur Su? Poutine, moi je pense avait bien expliqué les préoccupations et inquiétudes de Kremlin vis-à-vis depuis 30 ans, disons, cet élargissement, c'est-à-dire menace qui est de plus en plus proche de ses frontières. Là, bon, c'est bien justifié par les propos. En revanche, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette manière, je dirais, l'opération militaire ou spécialisée constitue, disons, la fin en proprement dit, c'est-à-dire l'occupation ou, je dirais, une sorte de réappropriation de terre, ou constitue encore un moyen de pression pour favoriser l'atteindre de ces objectifs stratégiques, géopolitiques déclarés. Là, on peut interpréter à plusieurs, je dirais, sous plusieurs angles. D'un côté, je pense qu'il y aurait encore continuellement les moyens militaires qui voudraient forcer que l'Occident revienne sur la table de négociation, bien que pour le moment, on voit que cette opportunité est de plus en plus réduite. Et d'autre part, c'est vraiment dans un calcul, je dirais, stratégique, si finalement, c'est que l'Ukraine ne change pas, ne modifie pas ses choix stratégiques, ses orientations. Alors, la frappe de punition devient, je dirais, vraiment une sorte de découpage territorial pour ce État. Est-ce qu'on peut dire que cette décision de la Russie due au fait qu'il s'est rendu compte que même s'il obtenait un accord favorable à la table de négociation, il n'y a aucune possibilité de mise en œuvre dans la réalité? Donc peut-être ils se disent ce n'est qu'en se battant qu'ils peuvent obtenir une garantie de sécurité qu'ils... C'est vrai que si on reprend un peu le fil un peu de ce qui s'est passé, la Russie donc, a amassé ses centaines de milliers de soldats à la frontière, ensuite a posé ses exigences qui étaient assez élevées donc, aux Occidentaux et à l'Ukraine en disant voilà maintenant on arrête avec l'OTAN, on arrête avec... les installations militaires dans les pays de l'ex-bloc soviétique, voilà mes demandes. C'est vrai que c'était une manière de négocier assez brutale, puisque là on amasse des soldats à une frontière, donc on menace un petit peu le pays de l'Ukraine et autres. Les Européens ont essayé de négocier comme ils pouvaient, en disant que oui, on peut en reparler avec la Russie, on peut en discuter, peut-être qu'on va réorganiser un peu la sécurité européenne avec vous. Mais les États-Unis ont été assez fermes pour ne pas accepter aucune négociation. C'est vrai qu'ils ont mis les Européens en porte-à-faux aussi en disant que non, la guerre va arriver, oui, la Russie va envahir l'Ukraine, attention, préparez-vous, on arme l'Ukraine. Donc ça a un petit peu mis de l'huile sur le feu, donc ils ont engagé un petit peu... C'est une provocation aussi. Ça a été une provocation. Peut-être que si les États-Unis avaient mieux soutenu les Européens dans la négociation, peut-être qu'on aurait pu trouver des compromis. C'est ce que la Chine Ils ont mal aussi mis les efforts. C'est possible que, malheureusement... tout n'a pas été mis en œuvre du côté américain pour engager une vraie conversation avec la Russie. Et Poutine ayant évidemment ses soldats à la frontière,
Maintenant, bah, c'est très simple pour lui de passer à l'action. Il avait prévu hein, depuis longtemps que voilà qu'il y aurait des choses qui allaient se passer avec l'Ukraine, il ne pouvait pas, la Russie, selon lui, ne pouvait pas laisser l'Ukraine être dans un chaos, pour ce que la Russie perçoit comme un chaos, et être envahie par les Occidentaux au niveau de l'OTAN, avec l'OTAN par exemple. Donc il avait déjà annoncé, c'est juste que les Occidentaux n'ont peut-être pas écouté les messages un petit peu d'avertissement de Poutine. Ça fait des années de ça. Hein. Ouais. Et Elsa, est-ce que vous êtes d'accord que les Européens ont mal placé leurs efforts et la Russie est d'une sorte déçue, très déçue, donc elle déclenche la guerre pour sortir de l'impasse? Alors vous avez cité les deux mots tout à l'heure que Vladimir Poutine a employés lors de son discours de, entre guillemets, justification hein, de l'attaque de l'Ukraine. C'est la démilitarisation de l'Ukraine et la dénazification de l'Ukraine. Alors ces deux mots qui sont, surtout le deuxième, hein, qui m'ont interpellé. Alors la démilitarisation, en fait, la Russie a décidé de régler elle-même le problème, c'est-à-dire que depuis les accords de Paris à l'effondrement du bloc soviétique, en fait, il avait été dit plus ou moins clairement. Le président américain de l'époque avait promis que l'Ukraine n'entrerait jamais dans l'OTAN. Bon, finalement, l'Ukraine a fait sa petite demande en 2008. Les Allemands et les Français ont traîné des pieds, ils ont fait durer un petit peu le suspense comme ça. Et là, depuis 2014, les choses sont un petit peu remontées, le débat est un petit peu remonté. Donc là, la Russie a dit bon, ça fait trop longtemps que vous nous menez en bateau, on va démilitariser l'Ukraine nous-mêmes, puisque c'est ce qu'on demande depuis des années, personne ne le fait, les armes sont là, nous on veut plus d'armes en Ukraine, et voilà. Donc ça c'est une première chose. La dénazification de l'Ukraine, il faut remonter en arrière pour comprendre ce que Vladimir Poutine veut dire par là. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des hauts dirigeants ukrainiens qui ont pris le parti de se battre à côté de l'Allemagne d'Hitler, contre l'armée rouge et donc contre les soviétiques. Et Vladimir Poutine estime que le gouvernement qui est en place, donc celui de Volodymyr Zelensky, est un gouvernement collaborateur nazi, fantoche. En fait, il nie complètement maintenant l'existence de l'Ukraine en tant que pays. Quand il parle de l'Ukraine, il parle de l'Ukraine des bolcheviks, l'Ukraine de Lénine. Donc, aux yeux de Poutine, l'Ukraine n'existe pas, son gouvernement n'est pas légitime, donc il rentre en Ukraine pour remettre, entre guillemets, de l'ordre là-dedans et sans doute vouloir remettre un président pro-russe en Ukraine. Je pense que c'est ça qu'il a en tête. Donc ça, c'est deux éléments qui sont importants et que je pense l'Occident a un petit peu sous-estimé. Hein. Je pense qu'il sous-estimait un peu le but historique de Poutine, qui est vraiment de restaurer la Russie d'antan, la grande Russie. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on... Ouais. Pour rebondir sur le terme nazification, il y a aussi des accusations comme quoi les milices ukrainiennes qui luttent hein, contre les milices pro-russes seraient d'extrême droite, ultranationalistes, et qu'elles seraient du coup nazies, entre guillemets. Donc il y a cette accusation de longue date. Hein, d'ailleurs, il parle de génocide contre les civils pro-russes dans les régions de Donetsk et Luhansk. Donc il y a un retour un petit peu, voilà, ce thème, ce vocabulaire qui date de la Seconde Guerre mondiale, génocide, nazi. Pour justifier cette attaque. Ouais. Et Elsa, quelles sont les... C'est un peu inquiétant. Et quelles sont les réactions C'est un vocabulaire qui est inquiétant quand même, ouais. Et quelles sont les réactions des pays européens face à ce début d'attaque? Alors elle est unanime, évidemment. Tout le monde a condamné les attaques militaires russes en Ukraine qui sont intervenues donc cette nuit. Emmanuel Macron a tweeté vers 9h du matin qu'évidemment il condamnait cette attaque, qu'il se rangeait du côté des Ukrainiens, qu'il les soutenait bien évidemment, et il demandait au président Poutine d'arrêter tout de suite cette folie militaire qui s'était engagée en Ukraine. Et c'est à peu près les pays européens ont à peu près réagi sur le même ton. Bien évidemment, c'est toujours un tout petit peu plus fort du côté américain et du côté anglais notamment, où là Boris Johnson a parlé d'un bain de sang qui allait se produire en Ukraine. Alors on n'en est vraiment pas encore là. Pour l'instant, ce ne sont que des... Bon, évidemment, c'est sûr qu'il y aura forcément, malheureusement, des dommages collatéraux, mais pour l'instant, ce ne sont que des installations physiques hein, qui sont visées. Donc, par exemple, l'aéroport de Kiev, des installations militaires. Les Russes ont dit qu'ils s'étaient totalement débarrassés de la défense antiaérienne ukrainienne.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste de la rhétorique un peu guerrière, de la propagande guerrière? Je n'en sais rien. En tout cas, ils ont fait déjà des dégâts du côté ukrainien. Mais pour revenir à votre question, oui, la condamnation, elle est unanime du côté européen. Et il y a déjà les premiers signes hein, les premières conséquences qui se sont abattues sur l'Europe, puisque les bourses se sont toutes effondrées ce matin. Le CAC 40 s'est effondré de 4,19% à Paris, c'est énorme. Et à peu près sur toutes les places boursières mondiales. Et les entreprises françaises qui sont implantées en Russie, c'est-à-dire de la grande distribution, par exemple Auchan ou l'automobile, Renault, Total Energy, se sont effondrées en bourse. Donc ce n'est que le début des conséquences d'un conflit qui risque, je n'espère pas, mais qui risque aussi peut-être de durer dans le temps. Donc voilà, les réactions sont unanimes et les conséquences se font déjà sentir sur notre économie. Oui, puis, moi, je vais enrichir un peu le point de vue d'Elsa. Je pense, premièrement, si on voit par exemple un ton collectif condamnatoire sur l'action russe, c'est tout à fait prévu, envisageable, et c'est la réalité. Mais l'essentiel, le plus important, c'est finalement, s'il faut décider, je dirais, un engagement militaire de l'Occident sur le champ de bataille de l'Ukraine, ou finalement, c'est que collectivement, on décide de revenir sur la table de négociation. Là, c'est essentiel pour le destin de cette partie du monde. Concernant, je dirais, les autres conséquences, par exemple, les effets économiques, etc., les bourses s'effondrent, il y aurait probablement, par exemple, la fuite de capitaux européenne vers les États-Unis, etc. C'est seulement le début. C'est seulement le début et on ne sait pas encore, je dirais, le résultat final. Mais si, par exemple, on va clairement, c'est qu'à mon avis, c'est que la mobilisation de l'Occident touche un peu à sa limite maximum, c'est-à-dire à peu près une trentaine de pays, 30 et 35. Et que les moyens disposés, je dirais, ça montrait que si on ne prend pas, je dirais, l'option, disons, militaire, les sanctions comme une recette classique ne donnent pas, je dirais, un effet escompté. Parce que la Russie s'habituait depuis certains moments déjà, depuis l'affaire de Crimée, à ce type d'actions. L'essentiel, c'est que finalement, il y aurait une sorte d'affaiblissement, l'affaiblissement du point de vue de puissance économique et financière de la Russie, de l'Union, de l'Europe, et en petit, je dirais, dans un moins cadre des États-Unis aussi. Donc de quelle manière l'OTAN va donner son coup de main? Parce que l'Ukraine est au recours. Zelensky a déclaré dans son tweet plus tôt, il disait arrêtons Poutine immédiatement et arrêtons la guerre contre l'Ukraine et le monde. Construisez une coalition anti-Poutine, imposez immédiatement des sanctions à la Russie et fournir une défense et un soutien financier à l'Ukraine, fermer l'espace aérien. Le monde doit forcer la Russie à parvenir à la paix. Donc l'OTAN va-t-il mener une opération militaire directement pour soutenir l'Ukraine, puisque c'est ce qu'elle a, c'est ce ton qu'elle a besoin? Moi, tout de je ne suite. pense pas non plus. Je pense pas non plus. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas intervenir en Ukraine et tout le monde le sait depuis le début. Et en fait, Poutine s'en est servi de ça, hein. Puisque les Américains disent depuis le début qu'ils n'interviendront pas militairement en Ukraine. Aucun pays de l'OTAN ne peut intervenir en Ukraine. Ils peuvent à la limite placer quelques soldats comme ça dans les pays limitrophes qui sont membres de l'Alliance. Mais ils ne peuvent pas intervenir en Ukraine. L'Ukraine est seule contre la Russie et elle doit se défendre toute seule. Alors après, il est toujours possible de l'aider, c'est-à-dire de lui envoyer des armes, ce qui a déjà été fait depuis quelques semaines. Les États-Unis ont envoyé des armes via les pays baltes. Nous aussi, les Français, on a envoyé des armes aux Ukrainiens. Les Ukrainiens sont seuls, hein, donc il faut les aider militairement, financièrement. Il y a 2 semaines, l'Union européenne a débloqué une enveloppe de 1,2 milliard d'euros pour prêter à l'Ukraine. Voilà, donc et militairement, personne n'interviendra. Les Américains ne vont pas envoyer leurs boys mourir en Ukraine, ça c'est hors de question. Non. Les États-Unis l'opinion américaine est contre. D'ailleurs, les États-Unis se considèrent un peu comme le sauveur de l'Ukraine. Alors, quelles sont leurs réactions? Non, mais la réaction, ça va être des sanctions économiques, on en a parlé, très fortes, sur les entreprises russes, sur les personnalités, sur toutes les
ils interdisent évidemment aux entreprises, aux personnes américaines de commercer ou d'avoir le moindre rapport économique avec les gens dans cette région. Les armes, oui, bien sûr, comme on a dit, les armes, elles ont déjà été livrées. Il y en aura certainement plus. Les Ukrainiens, ils disent qu'on peut, leur langage, en gros, c'est on peut se défendre, mais donnez-nous des armes. Du coup, on se Du demande, même est-ce que niveau. maintenant la situation s'est évoluée dans la direction que l'Amérique souhaite, puisqu'il y aura de plus en plus de sanctions contre la Russie, et la Russie est en train de mener une attaque, et Oui, mais l'Ukraine est comme en on a train de dit aussi, subir, et l'Europe les est sanctions, contrariée. les sanctions, la Russie, elle s'y est préparée depuis des années et des années. Elle a amassé une énorme quantité de devises aussi, ça on oublie peut-être, mais elle est capable de résister. En gros, elle est prête s'il y a des sanctions, grâce en plus au prix du pétrole et du gaz qui vont augmenter. C'est sûr que là, elle a quand même, au niveau économique, elle pourra s'en sortir. Mm. Euh, Après, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau des banques russes, au niveau des grandes compagnies multinationales, et également aussi on les oublie aussi, les oligarques russes qui ont beaucoup d'affaires à Londres, hein, la City, c'est pour ça aussi que l'Angleterre dit, le Royaume-Uni a dit qu'on pourra les frapper très fort, parce que évidemment il y a beaucoup d'intérêts économiques à la City de Londres, hein, de grosses compagnies multinationales russes. Mm. Donc mais la Russie a déjà avait préparé le coup en demandant un rapatriement des fonds, hein, de Mm. ces oligarques russes vers la Russie. Donc il s'était déjà préparé à ce genre d'attaque. Et ensuite, évidemment, la Russie peut commercer avec d'autres pays, hein, qui sont pas dans le camp occidental. On a l'impression que... Je pense que Ouais. l'observation se fait sur plusieurs volets. Mm. D'un côté, moi je partage totalement l'avis d'Elsa et de Nicolas. Il n'y aura pas un engagement militaire de l'OTAN. D'abord, l'Ukraine n'est pas le membre, il n'y a pas obligation. Et d'autre part, je pense que même parmi les pays, disons, européens, c'est pas tout le monde veut faire, disons, une guerre qui n'est pas la leur. Que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce que les gens indiquent moins, c'est plutôt cet éventuel changement de la classe politique, l'orientation de la classe politique à Kiev. On le sait par exemple en 2008, après une certaine action de Djakashvili, l'événement de Géorgie, tout le monde sait. Et qu'aujourd'hui, si on voit, je pense, la solidité, l'érosion, disons, je dirais, cimentation, la mobilisation, mais aussi le soutien populaire, public de la classe actuelle à Kiev. Je pense que le changement au sommet de cet État pourrait, je dirais, se produire vers d'autres sens. Par exemple, au moment de l'état d'urgence, au moment, disons, de panique collective, qu'est-ce que l'attitude de l'oligarchie de ce pays? C'est la fuite, c'est le fuyard, etc. Alors Zelensky, finalement, n'est pas pour le moment possédé un soutien public très très solide. Que non seulement je pense que c'est ce qui se passe dans les Lata, mais aussi si on va par exemple, pas seulement l'ouest de l'Ukraine, mais par exemple le sud du pays, où la russophone occupe une proportion assez élevée, mais aussi par exemple dans la République disons de rive gauche, de Dniepr, entre Moldavie et la Roumanie et l'Ukraine. Là, je pense que l'intégration, solidité, fidélité ethnique, populaire, etc., de l'Ukraine pose encore certains points très fragiles. Tout cela pourrait exploiter, et je dirais, par Moscou. Dans ce cas-là, probablement une réconsidération, une réflexion, une révision, je dirais même partielle, de l'État constitue un événement, je dirais un facteur qui va influencer les cours de l'événement en cours. Ouais, c'est sûr Enfin, que je pense, oui, sur les c'est sûr que sanctions, cette action va fragiliser, Ouais. va accentuer les différences. Dans l'Ukraine, il y avait des fractures très fortes, hein, Monsieur Chul l'a dit, entre les factions plutôt vers la Russie et l'autre faction plutôt vers les Occidentaux, vers l'Europe. Et là, il y avait déjà des fractures très fortes, hein, dans ce pays, et là, ça va les accentuer. Les gens vont devoir choisir leur camp, en fait, hein.
Et bah, si C'est-à-dire, si on voit, oui, si on voit par exemple ce qu'est l'histoire de Finlande et de l'Autriche, etc., à un certain moment, pour sauvegarder, il faut faire une sorte de compromis historique, en faire un choix dans sa politique extérieure, même si on peut dire finlandalisation, etc. Mais peut-être c'est garantit mieux leurs intérêts. Et sur ce point-là, je pense le choix reste encore ouvert à Kiev. Et ben donc, qu'est-ce que l'Ukraine pourrait avoir comme secours après? Le ministre russe de la Défense a déclaré plus tôt dans le tweet que les gardes frontières ukrainiens n'avaient pas résisté aux forces russes. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme secours après? Ce qu'on peut voir, c'est que du point de vue russe, je dirais, cette action, cette opération militaire avait été bien planifiée. Ça fait certainement des mois en fait qu'ils avaient réfléchi à ce scénario. Et dès 1 ou 2 jours après l'annonce de la reconnaissance de l'indépendance, l'armée russe et surtout les forces aériennes pilonnent donc les aéroports, les installations anti-défense aérienne ukrainiennes. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent possession du ciel ukrainien. Voilà. Et donc maintenant, l'infanterie est beaucoup mieux protégée, puisque elle peut être protégée par les forces aériennes russes qui sont, comme on le sait, très fortes. En plus, au niveau militaire, ils ont des batteries de missiles aussi assez développées. L'armée russe, c'est vraiment il est modernisée ces dernières années. Donc c'est une attaque qui a été bien planifiée. Voilà. Maintenant, je pense que tout est entre les mains de Vladimir Poutine. Peut-être que sur le terrain, les Ukrainiens pourront se défendre un petit peu contre l'infanterie, mais si Poutine veut réellement, je dirais, prendre contrôle du pays, il peut le faire. Je ne pense pas qu'il ira jusque-là. Bon, je peux me tromper. Je pense qu'il va plutôt rester aux régions de Donetsk et Luhansk, les grandes régions administratives, puisque pour l'instant, les séparatistes, donc les républiques qui ont proclamé leur indépendance, ne recouvrent pas entièrement les régions administratives de Donetsk et Luhansk. Et voilà, je pense que c'est ce ça qu'il c'est veut. un point constitue vraiment des zones tampons maintenant restent encore tout à fait discutables et qu'on ne sait pas par exemple le domaine où l'action militaire touche uniquement pour protéger les 2 républiques autoproclamées ou simplement, ou peut-être c'est élargir dans leur domaine de contrôle sur les frontières administratives. Là, ce serait encore plus grave. Une dernière question pour Monsieur Xu. Quelle est la position de la Chine? Beaucoup a dit la Chine n'a pas de position. Non, c'est faux. La Chine peut-être a réagi tout à fait, je dirais, indépendamment et autonomiquement. On n'est pas, par exemple, fait un choix d'un côté le bien, de l'autre côté mal absolu. Je pense que nous, on est encore une fois de plus, on est partisans de la souveraineté et intégrité territoriale de l'État. Bon, c'est le principe international accepté par tous. Mais vu, par exemple, la complexité et des facteurs surtout historiques, culturels entre l'Ukraine et je dirais, la Russie, on apprend, je dirais, une position de nuance, c'est-à-dire qu'on est partisan de faire le compromis, pas les fronts, mais pas les confrontations. Et finalement, aussi sur la scène internationale, je pense qu'on condamne, c'est tout à fait justifié, cette politique d'alliance militaire qui se joue encore dans une certaine logique du siècle passé. Donc la Chine est toujours plutôt dans une solution pacifique. On cherche des pourparlers, des négociations pacifiques. Et hier, on espère encore une rencontre entre Poutine et Biden pour trouver une solution, mais cela s'avère improbable, en tout cas pas tout de suite. L'avenir de l'Ukraine reste inconnu, mais ce sera tragique. On va continuer à suivre l'évolution. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci Nicolas, merci Monsieur Xu et Elsa pour votre partage. Et je vous dis à la prochaine édition de l'Essentiel. À très bientôt sur CGTN Français.